Salut à tous, c'est Rototo. On se retrouve pour la troisième vidéo de ma série consacrée à l'historique des avions du jeu War Thunder. Donc, nous allons aborder aujourd'hui le deuxième avion de la série des avions de première génération. On avait vu dans la vidéo précédente le Gladiator Mk2. Nous abordons donc, comme convenu aujourd'hui, le Swordfish Mk1. Un avion qui, comme j'avais commencé à vous l'expliquer dans la vidéo précédente, est d'une génération à peu près similaire à celle du Gladiator Mk2. Similaire, mais pas vraiment. En fait, il est véritablement dans une technologie complètement obsolète. Et c'est un avion qui est très très particulier. Sur le plan historique, parce que il est à la fois complètement dépassé technologiquement et en même temps il va avoir une carrière véritablement prestigieuse au sein de la Royal Navy. C'est un avion de l'aéronaval, il faut bien le préciser, bon, même s'il a fait des missions à partir de bases terrestres. C'est un avion qui a été développé par la Royal Navy et qui a eu une très très longue carrière et qui a véritablement marqué la Deuxième Guerre mondiale au cours de plusieurs exploits retentissants. Ce qui fait qu'il a la particularité d'être un avion qui va combattre pendant toute la guerre, alors que dès le début de la guerre, il est déjà totalement dépassé. Alors, avant qu'on explique le pourquoi du comment, déjà une petite précision sur le Swordfish. Donc Swordfish en anglais, ça veut dire littéralement poisson épais. En fait, c'est la traduction anglaise pour le mot espadon. Donc ceux qui connaissent ce qu'est un espadon, évidemment, ils comprendront tout de suite l'allusion, mais ceux qui ne savent pas peuvent toujours faire une recherche sur Google, vous verrez très vite de quel poisson il est question. Voilà, alors pourquoi cet avion appelé l'espadon est surnommé affectueusement ou ironiquement par les équipages britanniques le string bag, le filet à provisions. Pourquoi cet avion qui semble totalement dépassé, on le voit, regardez ça un petit peu là, c'est assez rigolo quand même, hein. On a vraiment l'impression d'un avion de 1918. Pourquoi a-t-il fait une telle carrière? Parce qu'en fait c'est un avion qui a été le premier avion catapultable à partir des porte-avions britanniques. Et il faut savoir que la Royal Navy était vraiment un précurseur en la matière. Ce sont les Anglais qui ont littéralement inventé le concept de porte-avions, ou du moins qui l'ont véritablement développé, avant que finalement d'autres nations ne l'aboutissent totalement pour en faire un concept véritablement moderne qui n'a pas beaucoup changé depuis, à part les modes de propulsion, la taille, les types d'avions embarqués et tout le développement technologique qui va avec, hein. Donc essentiellement la marine japonaise et la marine américaine au cours de la guerre du Pacifique. Mais les premiers à avoir vraiment développé le concept de porte-avions, ce sont les Anglais. Et lorsque ces premiers porte-avions ont été développés, il y avait des soucis liés au type d'avion à embarquer. Il fallait un avion qui puisse être catapultable sur une très courte distance et qui pourrait se poser également sur un pont relativement court. Et le Swordfish est très vite imposé comme l'avion idéal. Donc c'était un avion qui au départ était de conception civile et qui a été retenu ensuite par les autorités britanniques pour ce type d'usage. Et il est resté donc en service au début de la Deuxième Guerre mondiale dans les porte-avions de la Royal Navy. Alors il faut savoir que le porte-avions sur le théâtre d'opération européen était vraiment une exception britannique. Il y avait peu de nations qui l'ont utilisé. Même les Allemands n'ont pas vraiment développé ce type de concept. À l'époque, on croyait encore dur comme fer aux gros navires de guerre type cuirassé, hein, les gros navires de ligne. Puis plus tard, les Allemands ont développé davantage le sous-marin pour la guerre économique, hein, l'embargo contre l'Angleterre, avec les fameux U-boats. Voilà. Mais les Britanniques, eux, avaient déjà en leur possession plusieurs porte-avions très connus, notamment le HMS Ark Royal ou le HMS Illustrious. Et ces porte-avions ont marqué leur époque au cours de plusieurs batailles retentissantes, dont on va parler dans quelques instants. Alors pourquoi était-il embarqué sur les porte-avions? Essentiellement du fait justement de son côté un petit peu obsolète, qui faisait qu'il volait vraiment très lentement, ce qui était
plutôt un inconvénient majeur pour la plupart des avions de son époque, de sa génération, mais qui est un avantage pour pouvoir décoller et atterrir sur des courtes distances, et aussi pour pouvoir voler extrêmement bas. C'est un avion qui était capable de voler à peine 2 mètres au-dessus des flots, donc idéal pour justement échapper à la DCA embarquée sur les navires ennemis, puisque c'était un avion qui était surtout chargé du combat naval. Et on va en parler, c'est ce qui va notamment lui permettre de réussir quelques missions totalement exceptionnelles pour l'époque, qui ont eu un grand impact sur la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, avant qu'on aille plus loin et avant qu'on commence la bataille, au cours de laquelle je vais faire comme dans la vidéo précédente, c'est-à-dire je vais essayer de piloter et de commenter historiquement. Je ne sais pas si je vais mieux réussir qu'avec le Gloster Gladiator MK2, qui, bon, malheureusement, c'est terminé en queue de poisson, c'est le cas de le dire. Là, on va essayer de faire un peu mieux, j'espère, on verra bien. Comme je le disais, c'est pas du tout un chasseur, hein, le Swordfish. C'est pas un chasseur, c'est un bombardier léger. D'abord, surtout un torpilleur, même si celui-ci est équipé de bombes. C'est surtout un torpilleur, donc il était plutôt équipé de torpilles. Et plus tard, dans les dernières versions mises au point vers la fin du conflit, il était également équipé de lance-roquettes. Et il était spécialisé dans la chasse anti-sous-marine. D'ailleurs, il a eu d'assez beaux succès. Je crois qu'on compte 14 U-boats détruits par des Swordfish. Bon, bien sûr, en surface, hein, les Swordfish repéraient les U-boats lorsqu'ils faisaient immersion pour recharger leur batterie. Il faut savoir qu'à l'époque, les sous-marins allemands utilisaient les batteries électriques lorsqu'ils étaient en plongée, et utilisaient des moteurs diesel lorsqu'ils étaient en surface. Et donc, en général, ils faisaient surface la nuit ou sur de longues périodes pour recharger leur batterie, et ne plongeaient que quand ils étaient en configuration de combat ou pour échapper aux avions quand il n'était pas trop tard. Et donc les dernières versions du Swordfish étaient équipées de radars qui permettaient de repérer les sous-marins en surface, et ils les attaquaient avec des lance-roquettes du même type que ceux qu'on pouvait trouver sur des avions beaucoup plus récents tels que le Typhoon ou le Tempest notamment. Voilà. Donc on remarque tout de suite qu'il y a 3 postes sur l'équipage, hein. Un poste de pilote, un poste de bombardier, ici. Donc ça, c'est l'opérateur qui était chargé de larguer les bombes ou les torpilles sur la cible. Et enfin, ici, un mitrailleur, voilà, qui était chargé de la défense de l'avion avec une petite mitrailleuse de calibre réduit. Autant dire que lorsqu'il était en prise avec un avion plus récent, même avec un mitrailleur arrière, il avait très très peu de chances de s'en sortir. Voilà, donc on va commencer tout de suite la bataille. On est déjà à 7 minutes, on a pris pas mal de temps pour faire la présentation. Alors comme je veux faire des vidéos relativement courtes, on va attaquer sans plus attendre. Et au cours de la bataille, comme pour la vidéo précédente, j'essaierai de piloter tout en faisant quelques commentaires de type historique. Et puis si je me fais descendre très rapidement, je terminerai sans combat, tant pis, on fera comme la dernière fois, hein. On terminera le commentaire. Mais enfin déjà, on va essayer de faire une petite présentation de l'avion en vol. Voilà. On commence donc sur une map canyon africain. Bon, j'aurais préféré qu'on soit sur une map navale, ça aurait été plus sympathique, mais enfin tant pis, hein, on n'a pas le choix, de toute façon on ne peut pas choisir des maps. Donc là on va faire du combat terrestre. Alors comme je l'ai dit, c'est un bombardier, donc évidemment là le but du jeu va pas être d'affronter les chasseurs ennemis, mais plutôt de les éviter et d'essayer d'attaquer les cibles au sol. Alors je précise que je suis un peu plus à l'aise avec les chasseurs qu'avec les bombardiers, c'est pas vraiment ce que je maîtrise le mieux. Donc on commence à une altitude confortable, hein, 4000 mètres quand même. Un petit coup d'œil sur la carte pour voir vers quoi on va se diriger. On va rechercher des cibles au sol. Bon, en fait il va falloir qu'on descende parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas de cible de base. On a surtout des petites cibles terrestres. Alors on va avancer, je vais aller par là et puis on va voir ce qu'on fait. Voilà, on avance un peu et je vais continuer donc le commentaire sur l'histoire de notre vétéran, de notre cher ancêtre bombardier Swordfish. Alors quand je vous disais tout à l'heure que c'est un avion qui a eu quelques exploits retentissants au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 3 grandes batailles, ou 3 grandes opérations en tout cas de l'armée de l'air
de d'air, pardon, de la Royal Navy, au cours duquel le Swordfish est illustré. La première d'entre elles, une qui est malheureusement assez cuisante en ce qui nous concerne, est la bataille de Mers el-Kébir. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la bataille de Mers el-Kébir, il s'agissait en fait d'une volonté de l'amirauté britannique de demander au reste de la... Ah, j'en ai déjà un aux fesses, ça commence bien. Au reste de la marine française qui était encore basée en Algérie au port de Mers el-Kébir, de rejoindre les forces britanniques, la Royal Navy, pour ne pas tomber entre les mains des Allemands, puisque on était encore à cette époque... hop, je balance quelques bombes. Voilà, 4 bombes, on s'en va. Qui était donc en fait... à cette époque-là, entre les mains du gouvernement de Vichy, qui était donc un gouvernement collaborationniste, hein, comme tout le monde le sait. Et donc Churchill avait très peur que le reste de l'aviation française ne tombe entre les mains des Allemands ou des Italiens, et les Anglais ont donc demandé aux Français de se rendre. Ces derniers ont refusé, et ça s'est terminé par une tragédie, puisque la flotte britannique a donc décidé de détruire la flotte française de Mers el-Kébir, tuant un très grand nombre de marins français. C'est resté une grande blessure, et ça a provoqué d'ailleurs un grand ressentiment vis-à-vis des Français qui se sont sentis trahis. Moi, pour ma part, je comprends complètement la position britannique, et quelque part je trouve que c'est un mauvais procès que de leur faire. Je pense qu'on aurait agi de la même façon à leur place, mais enfin ça c'est un détail. Ensuite, la deuxième grande bataille qui, alors celle-ci par contre a vraiment marqué son époque, c'est la bataille de Tarente. Alors là, c'est véritablement une bataille qui a marqué, parce que la bataille de Tarente, c'était en fait au moment où les Italiens ont décidé de se lancer dans une invasion de la Grèce. Mussolini étant très jaloux des succès de son allié allemand, voulait essayer de redorer son blason en ayant lui aussi des conquêtes, et il a lancé son armée contre la Grèce. Ça s'est mal terminé, d'ailleurs les Allemands étaient obligés d'intervenir, mais bref. Et donc les Anglais ont décidé d'intervenir auprès de leurs alliés grecs, et en même temps ils ont voulu très rapidement se débarrasser de la flotte italienne qui menaçait en fait leurs intérêts en Méditerranée. Cette flotte était à l'époque basée à Tarente, dans le golfe de Tarente, et elle était très bien protégée, notamment par toutes sortes de dispositifs de DCA. Et donc les Anglais ont eu l'idée de lancer... hop là, je ne sais pas si on va réussir à... Ouais, on en a fait quelques-uns. Les Anglais ont décidé de lancer une flotte d'intervention contre la marine italienne à Tarente. Et c'est une opération qui était essentiellement une opération aéronavale, une des premières du genre, une opération de nuit notamment, au cours de laquelle les Swordfish donc, sont partis à partir du porte-avions Illustrious et ont torpillé un grand nombre de navires italiens, détruisant une bonne partie de leur potentiel offensif en Méditerranée et en mer Égée, et ainsi protégeant l'approvisionnement des troupes britanniques stationnées en Égypte, hein, notamment à Alexandrie, et ainsi donc coupant l'herbe sous le pied des alliés des Allemands, et conservant ainsi la domination de la Royal Navy en Méditerranée. Et cette opération a marqué les esprits, parce que les Japonais qui ont suivi ça de très près se sont inspirés de cette attaque, de cette opération, dans le cadre de leur attaque contre la base aérienne américaine de Pearl Harbor, qui est finalement en fait en quelque sorte une sorte de reproduction de la bataille de Tarente, sauf que cette dernière a beaucoup moins bien fonctionné, puisque contrairement aux Italiens qui n'avaient pas le potentiel industriel des Américains et qui se sont contentés ensuite de laisser leur flotte à l'abri de leur port pendant tout le reste du conflit, les Américains, eux, à la suite de Pearl Harbor, vont très vite reconstituer leur marine, et on connaît la suite, hein. Voilà. On aura l'occasion de toute façon, lorsqu'on abordera l'aviation américaine et l'aviation japonaise, on aura l'occasion d'en reparler. Hop là, hop, ah, je l'ai loupé un peu. Alors, on va repasser. Qu'est-ce que je disais donc? Oui, donc ils s'en sont inspirés, mais ça n'a pas donné le même effet. Alors, et l'autre opération au cours de laquelle le Swordfish a eu un très grand succès, c'est l'opération contre le cuirassé
contre le cuirassé Bismarck. Alors le cuirassé Bismarck était un cuirassé qui a donné des cheveux blancs à l'amirauté britannique. C'était un navire vraiment hors du commun, extrêmement puissant, qui était la fierté de l'amirauté allemande. Les Allemands ont voulu utiliser cet énorme bâtiment de guerre pour l'envoyer en Atlantique Nord afin d'intercepter les convois à destination de l'Angleterre qui partaient des États-Unis. Hitler voulait également, à l'époque, ne voulait pas entendre parler vraiment des sous-marins qu'il considérait encore comme des auxiliaires tout au plus. Il voulait absolument un gros navire qui soit l'orgueil de l'Allemagne, etc. Donc il avait mis au point, enfin ils avaient développé au point ce gros cuirassé, le Bismarck. Et ce dernier a donc dû contourner les îles britanniques pour ensuite revenir vers le port de Brest, qui devait être sa base, pour ensuite attaquer les convois à destination de l'Angleterre. Et donc il y a eu d'abord une première bataille navale contre des cuirassés britanniques, notamment le Prince of Wales, et un autre, alors qui m'échappe totalement, là je suis tellement concentré que je ne me souviens plus, je crois que c'est le Hood, pardon, voilà, le HMS Hood, qui lui était l'orgueil de l'aviation britannique. Cette bataille donc en fait a été gagnée au final par le porte-avions Ark Royal, duquel a décollé donc des escadrilles de Swordfish qui ont attaqué donc le Bismarck. Et ce qui les a sauvés, ce qui a permis justement de détruire cet avion, c'est le fait que comme il volait très très bas, très très lentement, les batteries de DCA du Bismarck étaient pourtant extrêmement redoutables, n'étaient pas du tout paramétrées pour intercepter un avion de ce type, hein. Ils étaient paramétrés pour intercepter des avions beaucoup plus récents qui volaient donc plus vite et plus haut. Donc ils les ont loupés et plusieurs torpilles ont touché le Bismarck, surtout notamment au niveau du gouvernail, ce qui fait que sans pour autant le couler, ils l'ont gravement endommagé, ils l'ont empêché en fait de pouvoir s'orienter, ils l'ont condamné à tourner en rond, sans espoir de pouvoir regagner le port de Brest, d'où il devait lancer ses opérations. Et donc, ça a permis ensuite au reste de la flotte de le rattraper, au reste de la flotte britannique de rattraper le Bismarck et de le couler, détruisant ainsi tous les espoirs de l'Allemagne de pouvoir agir durablement sur les convois britanniques. Voilà. Il y avait ensuite, hop là, un autre navire assez proche de celui du Bismarck qui a été coulé plus tard par d'autres avions. Je me souviens plus du nom de ce navire, ça m'échappe totalement. C'est vrai que c'est ce que je disais la dernière fois, hein, quand on commande des vidéos, qu'on est concentré sur ce qu'on fait, on a un petit peu de mal à faire les deux, c'est-à-dire à se remémorer des informations tout en pilotant, tout en regardant ce qui se passe. Donc là, ça m'échappe un petit peu. Voilà, il y a un F2A1 là, qui m'arrive droit sur moi. Je vais essayer d'éviter ces tirs. Voilà, c'est parfait. Je cherche des cibles. Il y en a là-bas. Tiens, on va aller là-bas. Hop. Alors, là, je montre. Changement. Il y en a un. Ah, bah, c'est un pichoteur. Hop. Ah, pardon, excusez-moi, hein, je suis vraiment navré, je suis concentré pour essayer d'échapper au tir de notre ami Peace Shooter. J'en ai deux aux fesses en plus. Je vais voir si mon mitrailleur peut éventuellement leur infliger des dégâts. Bon, ils sont pas très bons les gars, ça va, j'ai de la chance, hein. C'est l'avantage de jouer. Hop là, et je devrais être mort depuis longtemps déjà, mais pour l'instant, oh là, je vais pas tarder là. Là, je vais pas tarder. Malgré tout, j'aimerais bien essayer, voilà, de leur infliger quand même. Ah bah, bon, alors ça c'est le truc complètement débile que je ne supporte pas à ce jeu, ce sont les gens qui ne savent pas jouer et qui finissent par éperonner parce qu'ils sont pas capables de vous abattre autrement. Je trouve ça très nul, mais enfin c'est pas très grave, ça c'est un détail. Voilà, il a joué le kamikaze et il m'a eu. Bon, enfin c'est pas très grave, on s'en fiche un peu. Tiens, d'ailleurs le jeu est fini. Est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu? J'ai même pas eu le temps de suivre. Mission échouée, bon dommage, et je termine 13ème. Bon, bah, la foi, écoutez, hein, voilà. Enfin, j'ai quand même réussi à faire quelques jolies petites frappes. Ouais, j'ai détruit quand même. J'en ai détruit 6 et une assistance. Bon, bah, voilà, c'est relativement correct pour un petit bombardier de ce type. Donc on va dire que c'était à peu près honnête. Voilà, donc pour terminer donc sur cette présentation qui a duré finalement assez longtemps, moi qui voulais faire des petites vidéos, là on est déjà presque à 20 minutes, c'est assez long, il va falloir que je trouve des moyens de faire plus court. Peut-être que j'attaquerai directement la partie sans faire de présentation au préalable, on verra hein, pour les prochaines vidéos, parce que là ça va mettre un certain temps à charger.
Oui, donc pour terminer, pour dire que grâce au succès donc, dont on parlait tout à l'heure, la bataille de Mercelkedir, Tarent et puis la destruction du Bismarck, c'est un avion qui a donc continué à combattre jusqu'en 1945, ce qui est énorme hein, quand on sait que déjà dès le début du conflit, dès 1939, c'était un avion qui était déjà totalement surclassé. Mais du fait des nombreux services qu'il a rendus à son pays et à la Royal Navy, eh bien il a perduré pendant une très très longue carrière à une époque où il aurait dû être retiré du service depuis très longtemps. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons, lors de la prochaine vidéo, on parlera pas forcément du Nimrod qui n'a pas véritablement d'intérêt, comme non plus du Fury qu'on avait un peu abordé rapidement lors de la présentation du Gladiator. Je pense qu'on va passer directement à la présentation des Allemands, hein, de l'Axe, les avions de niveau 1 de l'Axe, et ensuite on fera les autres pays au fur et à mesure, surtout les avions de première génération, puis deuxième génération, troisième, ainsi de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pardonnez-moi encore les imperfections, tant aussi bien au niveau de la qualité de la vidéo en elle-même, ça je l'avais déjà expliqué, que de mon commentaire qui est encore un peu haché, donc j'essaie de faire de mon mieux, mais enfin c'est pas encore évident, je suis pas encore très habitué. Donc pardonnez-moi encore si c'est pas, si ça mérite des améliorations, on essaiera de faire mieux au fur et à mesure. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de ce que vous avez aimé, moins aimé, éventuellement ajouter des informations que je n'ai pas données ou rattraper peut-être des erreurs de ma part si jamais vous en avez relevé. Voilà, je vous dis à très bientôt j'espère. À ciao.